Et nous revoilà de retour et on poursuit donc notre discussion sur l'importance et le développement de la transformation numérique en Égypte. Et pour parler de cela, je rappelle, nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui Dr Maëli Tawfiq, maître de conférence à l'Université japonaise d'Égypte. Donc on parlait tout à l'heure de l'intelligence artificielle. Est-ce que vous pensez que nos jeunes, après 4 années d'études dans l'université japonaise ou dans les autres universités qui sont spécialisées aujourd'hui dans la technologie, seront capables de relever tous les défis du marché de travail auxquels l'Égypte se prépare aujourd'hui ? Oui, je crois que oui, parce que nous avons de bons éléments, nous avons des étudiants qui sont intelligents, compétents, et s'il y a un environnement qui est adapté à cultiver leurs compétences, là, vous allez trouver qu'ils vont vous donner beaucoup de bons résultats. Là, j'apprécie beaucoup l'idée des projets, les projets de graduation, les projets de fin d'études des étudiants. Et là, si vous voyez un peu les étudiants en ingénierie, ils ont parfois recours aux personnes comme moi qui sont des linguistes pour les aider à mettre en place des applications qui sont très intelligentes. Et aussi, j'ai trouvé qu'ils ont, non seulement les ingénieurs, même les étudiants dans le domaine de sciences humaines ou du management, ils essayent de développer des applications reliées à la fintech. C'est la finance et la technologie. Et là, c'est la nouvelle économie digitale. Et j'ai trouvé que même ces étudiants-là, ils s'investissent dans ce domaine-là. Tout à l'heure, quand on parlait de l'intelligence artificielle, vous avez dit que c'était des applications qui étaient alimentées par des humains, certainement, et qu'après, c'était laissé à l'application de prendre les décisions qu'il faut, de donner les résultats qu'il faut. Comment peut-on être sûr qu'au départ, ces applications, elles sont alimentées avec des informations qui ne sont pas erronées ? Oui, c'est le travail des ingénieurs qui sont là au début et qui fixent les informations qu'ils veulent alimenter. Là, il faut dire que la collecte des informations, elle est faite semi-automatiquement. Elle doit être validée par les humains avant d'alimenter la machine qui va appliquer. Là, c'est important. Là, ce sont des applications où la main levée, c'est pour l'homme. Oui. Ça, c'est une chose. Oui. Autre chose, les gens se demandent aussi, et si jamais cette application tombait en panne et que l'application, elle remplace maintenant beaucoup d'organismes et de mécanismes qui étaient mis en place et qui sont remplacés maintenant par cette application, que faire ? Alors, je tiens à dire que là, pour la sécurité des informations, on doit les stocker sur ce qu'on appelle des clouds, des nuages électroniques qui sont conçus par les personnes qui ont conçu le logiciel ou l'application. Alors, vous avez un backup toujours, soit une base de données, soit sur format d'un cloud, ou une base de données qui est gigantesque, qu'on appelle data warehouse, où ils stockent leurs informations et ainsi ils pourraient récupérer ce qu'ils ont perdu, mais pour le moment, le service lui-même va être en panne, mais on ne va pas perdre tout ce qu'on avait fait. Vous nous rassurez. Bon, on va voir un reportage maintenant concernant la situation de cette transformation numérique en Égypte, puisque depuis 2017, l'Égypte est devenue un pôle d'attraction de grandes compagnies technologiques. Cette attraction croissante est due à de nombreuses procédures stratégiques adaptées par le gouvernement pour réaliser la 4e révolution industrielle. Le but est de promouvoir le recours aux récentes technologies pour renforcer les capacités de l'infrastructure d'information numérique de l'État. Donc je vous invite à voir ce reportage et on en parle tout de suite après. Des milliards de dollars d'investissement ont été attirés à travers l'installation de centres de formation technologique, d'usines de fabrication, d'équipements, de l'infrastructure, TI et télécom, d'ouverture de bureaux par de grandes entreprises.
Le gouvernement investit dans la modernisation du réseau de télécommunications en introduisant le très haut débit. À travers la 4G, le gouvernement veut donner aux populations l'opportunité d'accéder à de nouveaux services, notamment l'éducation, la santé, les services financiers en ligne, composante essentielle de la gouvernance numérique. De plus, le gouvernement s'attache à stimuler l'esprit d'entrepreneuriat et le développement des compétences numériques des jeunes égyptiens. En investissant dans les compétences de la jeunesse, l'Égypte désire également investir dans l'innovation technologique. De nombreux programmes ont été lancés pour accompagner les porteurs de projets et les étudiants dans la maturation de leurs idées numériques. L'objectif de la transformation numérique est de rendre tous les services disponibles pour les citoyens à domicile. Le gouvernement veut améliorer la gouvernance et les services publics en accentuant la numérisation. Avec l'initiative Our Digital Opportunity qui a démarré en mai 2020, 16 petites et moyennes entreprises ont été choisies par le gouvernement pour implémenter 15 projets numériques au sein d'agences gouvernementales. L'initiative vise à faire participer les jeunes entrepreneurs locaux à la transformation numérique nationale. Le pays compte ainsi maîtriser les coûts tout en promouvant le savoir-faire local. Les projets de transformation numérique lancés contribueront à l'avancée dans la gouvernance numérique pour améliorer la qualité des services offerts aux citoyens. Donc, docteur Maal Tawfiq, comme on l'a vu dans ce reportage, l'un des très grands projets de l'État était la gouvernance numérique, c'est-à-dire amener tous les services pour les citoyens jusqu'à domicile. Parlez-nous de ce projet et où en est-on avec ce projet? Alors là, comme vous avez dit, il y a un projet de gouvernance numérique au niveau de tout le gouvernement. L'objectif principal, c'est l'inclusion. C'est l'inclusion financière, surtout de toutes les personnes, qu'ils ont accès à tous les services bancaires qui sont digitalisés. Ça, c'est l'esprit de l'économie digitale, parce que l'économie maintenant, c'est la digitalisation, c'est le secret du développement économique, et c'est pourquoi on a cette tendance-là. Même tous les services administratifs, de plus en plus, elles deviennent numérisées. Oui. On a la numérisation de toutes les bases de données, des informations concernant tous les citoyens. On a des sites où on peut taper le nom et le numéro de carte d'identité. Vous voyez toutes les informations qui sont relatives à ce que vous voulez faire. Au lieu d'avoir à se déplacer, vous pouvez commander des actes de naissance, je ne sais pas, d'autres documents officiels, et vous les recevez par courrier chez vous à la maison. Alors c'est vraiment un effort louable qui nous fait gagner beaucoup de temps et qui aussi génère de nouveaux postes. Parce que là, la digitalisation, elle génère de nouveaux postes pour mettre en place cette infrastructure. Et on prévoit que dans les années à venir, il y aura une transformation. On aura moins de travail qui est physique. Et on aura besoin des personnes qui vont développer des applications et de l'infrastructure numérique, surtout dans le domaine des services, pas seulement pour le gouvernement, mais pour le commerce électronique aussi, qui va être transformé avec aussi le métavers. Vous voyez, un peu, on pourra naviguer dans un magasin virtuel, choisir, tester. Alors toute cette infrastructure liée à l'intelligence artificielle, elle crée des emplois. Comment tester? Comment tester? Oui. Là, je crois que là, c'est un peu le rôle des universités, parce que les universités sont les foyers de la recherche. Alors là, dans les laboratoires de recherche des universités, parce qu'on parlait dans le rapport de gouvernance, je crois que la gouvernance, la stratégie de gouvernance du numérique au sein de l'université, elle est strictement liée à celle de la gouvernance au niveau national, parce que là, vous avez, c'est le foyer de la science. Les chercheurs dans l'université, à mon avis, elle doit avoir une stratégie qui va lui permettre de diagnostiquer où elle en est, les compétences de ses étudiants, où est-ce qu'elle veut arriver. Elle doit planifier et puis elle doit implémenter
et géré. Et là, à mon avis, c'est dans les laboratoires de recherche qu'on peut tester les services qu'on offre aux gens. Et là, je crois que le gouvernement, il y a beaucoup d'initiatives pour les jeunes. Il y a initiatives pour l'Égypte numérique. Alors, il y a plusieurs initiatives, comme il y a Wazifa Tech, celle-là où ils recrutent des gens pour faire des formations et puis ils sont embauchés. Alors, si ces personnes-là ont été bien formées même à l'université, ça va faciliter la mise en place de leurs idées, la concrétisation de leur start-up, puisqu'on parle d'entrepreneuriat ici dans ce reportage. Oui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, cette digitalisation, elle va permettre bien sûr de créer de nouveaux postes et de nouveaux emplois, mais aussi elle fera disparaître d'autres emplois. Oui. Donc comment est-ce que l'État fait l'équilibre entre cette lame à double tranchant pour en même temps maintenir un taux assez correct de chômage? Oui, je comprends. Là, je crois que là, il y a aussi d'autres initiatives qui sont là pour aider les jeunes. Comme je vous ai dit, c'est l'initiative pour les jeunes, l'Égypte numérique. Ils leur donnent des ordinateurs et des tablettes qui les aident à se former. Et là, je crois que la généralisation des formations en nouvelles technologies, qui soit à la portée de tout le monde, c'est la clé de la réussite maintenant. Si on ne possède pas les compétences numériques, on ne va pas vraiment faire la concurrence, parce que la concurrence du marché du travail, elle n'est pas seulement nationale, elle est devenue internationale parce qu'on a beaucoup de jeunes qui travaillent sur les plateformes de freelancing. Et là, il faut être à ce niveau-là. Bon, alors justement, comment être à ce niveau-là, surtout que nous sommes quand même dans un pays où on a un taux assez élevé d'analphabétisme. Donc, je ne vous dirais pas pour le marché du travail, mais pour au moins être capable de réaliser et de répondre à nos propres besoins, puisque tous les services maintenant vont être numérisés. Donc, comment faire? Je crois que, puisque je viens du milieu universitaire, je crois que c'est la responsabilité sociale de l'université. Alors, à mon avis, l'université a un grand rôle, qu'elle soit publique ou privée, elle a un grand rôle pour soutenir les efforts du gouvernement. Tout d'abord, je crois qu'ils peuvent offrir des bourses pour les personnes qui ont de bonnes compétences, mais qui sont défavorisées, qui viennent de milieux défavorisés. Je crois aussi qu'ils pourraient, parce que les universités, ils ont accès à des appels d'offres des bailleurs de fonds internationaux. Alors, ils peuvent postuler à des projets à visée sociale et ils peuvent aider, par exemple, à développer l'infrastructure numérique dans une zone qui est défavorisée, une zone rurale, aider à faire des formations. Les apprenants, les étudiants des universités peuvent se déplacer dans les lieux où ils sont. Comme on est, par exemple, à Bourg El Arab, on est entouré d'un public il y a un taux élevé d'analphabètes, il y a une zone industrielle, alors ils peuvent se déplacer pour faire des activités de bénévolat, former les gens parce qu'il y a l'alphabétisme numérique aussi. Bien sûr. Vous trouvez qu'ils viennent vous chercher pour vous dire, je dois, par exemple, avoir mon salaire, mais je n'arrive pas à utiliser ma carte de visa. Oui. Alors, ils n'arrivent pas vraiment à manipuler les nouveaux outils ou les nouvelles techniques. Et ils ont recours à ceci dans leur vie quotidienne. Alors, je crois que c'est le rôle des universités à jouer auprès des efforts des gouvernements. Le ministre de l'Enseignement supérieur avait parlé à plusieurs reprises justement de cette responsabilité sociétale pour les étudiants dans toutes les universités égyptiennes. Bon, comment est-ce qu'elle a été mise en place et quelle est la réaction des étudiants face à cette initiative pour jouer un rôle positif dans leur nation?
je peux parler de l'environnement de mon université. Bien sûr. Parce que moi, je connais pas vraiment toutes les universités, mais j'ai vu que les étudiants s'investissent pour ce type de travail bénévole. Et nous avons organisé en octobre dernier un camp justement qui était ouvert. On l'a appelé Dragon Camp, qui a accueilli des étudiants des différentes universités. Ils ont passé 5 jours chez nous pour avoir des formations justement en matière de nouvelles technologies, fintech, entrepreneuriat et surtout entrepreneuriat social. Et on a fait un concours et ils ont présenté des idées comment utiliser la technologie pour servir l'environnement en Égypte. Alors là, c'était un concours. J'ai vu vraiment que les jeunes se sont investis, ils sont aidés pour préparer leur présentation en 5 jours. Ils ont beaucoup travaillé. Ils ont de l'élan et de la motivation. Mais comme je vous ai dit, il faut leur offrir l'environnement et le soutien. Exactement. Bon, on va passer à un autre reportage qui concerne le ministre des Finances, Dr Mohamed Maïd, qui a affirmé que l'Égypte progresse à pas constant dans la transformation numérique, la modernisation des modes de travail du gouvernement et des efforts visant à améliorer la gouvernance du système de gestion financière de l'État d'une manière qui contribue à atteindre les objectifs économiques et bien entendu de développement durable. Voyons ça. Les progrès réalisés dans la transformation numérique, que ce soit dans la préparation, la mise en œuvre et le contrôle du budget général de l'État, le paiement sans numéraire et la modernisation du système fiscal et douanier, nous incitent à continuer sur la voie de la transition vers une économie numérique afin de stimuler l'investissement, encourager l'industrie nationale, renforcer la production locale et améliorer les efforts d'intégration de l'économie informelle dans cette officielle d'une manière qui contribue à récupérer le droit de l'État. C'est ce qu'a dit Dr Maïd lors d'une rencontre par visioconférence avec une délégation de l'agence sud-coréenne pour la coopération internationale. Il a affirmé que l'Égypte, sous sa sage direction, progresse à pas constant dans la transformation numérique, la modernisation des modes de travail du gouvernement et les efforts visant à améliorer la gouvernance du système de gestion financière de l'État d'une manière qui contribue à atteindre les objectifs économiques et de développement. Le ministre a souligné son souci de répondre à toutes les exigences nécessaires pour achever l'application du système électronique pour les marchés publics, en coopération avec la Corée du Sud à travers un don de 7,9 millions de dollars, d'une manière qui reflète la profondeur des relations d'amitié et de partenariat stratégique entre les deux pays. La partie sud-coréenne a affirmé son attachement à faire avancer le projet de mise en place du système électronique des contrats gouvernementaux, ce qui confirme l'intérêt du gouvernement sud-coréen à développer les divers aspects de coopération avec l'Égypte, choisi comme partenaire stratégique de la Corée du Sud. Les responsables sud-coréens ont indiqué qu'ils travaillaient à transférer leurs expertises dans ce projet à la partie égyptienne à profiter des expériences de sa mise en œuvre en Jordanie, en Tunisie et en Irak, ajoutant qu'ils cherchaient à achever le projet dès que possible en réponse à la demande égyptienne. Bon, comme on vient de le voir, le ministre des Finances, bien entendu, il parle de la numérisation économique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, pour certaines personnes, l'argent en papier n'existera plus ou en métal n'existera plus et toutes nos opérations, que ce soit d'achat, de vente, etc., tout ça se fera d'une manière électronique, ou bien qu'est-ce qui est voulu dire par cela? Oui, je crois oui. C'est de plus en plus, on va avoir recours à la carte bleue pour tous les services du gouvernement. Même, vous voyez, pour le paiement des services que si vous allez
quelque part. Même à l'université, ils payent avec la carte bleue. Maintenant, on n'admet pas, même si on veut acheter des équipements ou n'importe quoi, on a accès à la carte bleue pour les acheter. Oui, de plus en plus, c'est pas la monnaie électronique, mais c'est les cartes bleues qu'on va plutôt utiliser, parce que je connais qu'aussi il y a un projet de FinTech en Égypte qui a été lancé récemment et qui a pour vocation de transformer tous les services économiques et financiers en services numériques, mais aussi il faut dire que là, il y a un domaine qui est très important à développer, c'est la cybersécurité, c'est la sécurité des informations, des transactions, et pour éviter les fraudes qui se passent. Et là, c'est un domaine qui est en évolution, qui est la cybersécurité maintenant. Et ce sont de nouveaux parcours de formation pour les étudiants qui attirent de plus en plus des étudiants maintenant. Parce qu'avec les nouveaux services, cette transition, ce virage numérique, il faut aussi avoir de la sécurité. Bien sûr. Et donc, avec cette monnaie électronique, on voit bien entendu l'avantage pour l'État, pour la rapidité et l'efficacité de ces services, etc. Mais pour le citoyen, quel sera l'avantage de cela pour le citoyen? Je crois que c'est plus facile. À mon avis, c'est beaucoup plus facile pour nous, c'est de payer avec une carte bleue. Et le commerce électronique, il s'est développé maintenant en Égypte et ça facilite la vie, ça aide à gagner du temps. On n'a pas besoin d'aller toucher de l'argent, aller aux banques. Là, ça gagne du temps. Pour moi, c'est gagner de l'argent parce que le temps, on peut l'investir pour faire du travail qu'on veut effectuer et c'est rentable, c'est de la rentabilité aussi pour la personne elle-même. Oui, ça c'est vrai. Mais comment le commerce électronique est-il contrôlé par l'État? Je ne suis pas vraiment au courant, mais je sais qu'il y a des systèmes de cybersécurité qui sont très renforcés et il y a des services au niveau des banques pour vous donner des indications sur les réglementations que vous devez suivre. Sur les applications ou même sur les sites des banques, vous trouvez ce qu'on appelle un chatbot. Et il communique avec vous, vous posez la question et le robot qui est programmé, il vous donne les indications que vous voulez. Alors, il essaye de plus en plus d'aider les gens à manipuler ce type d'outils-là et de renforcer la cybersécurité des services qu'ils offrent. Est-ce que toutes ces applications et tous ces systèmes de numérisation prennent en considération les besoins des personnes aux besoins spécifiques? Parce que ces personnes, c'est une importante tranche de la société aussi. Oui, je crois que oui, l'usage de tout ce qui est numérique, ça aide les personnes qui ont une mobilité réduite, surtout que les rues et les infrastructures ne sont pas vraiment très aménagées pour ces personnes-là. Alors s'ils arrivent à faire ce qu'ils veulent faire, leurs achats ou n'importe autre service à travers un écran étant à tête reposée chez eux, je crois que c'est beaucoup plus facile pour eux. Oui. Ça c'est sûr. Bon, concernant les métiers du futur, la technologie, c'est sûr qu'elle arrive en premier rang. Mais quel genre et quel domaine dans la technologie et quelles sont les autres filières aussi qui seraient importantes pour orienter nos enfants vers ces filières pour faire partie du marché du travail dans le futur? Je crois que c'est l'ingénierie informatique, plus spécifiquement l'Internet des objets, l'intelligence artificielle. Aussi, il y a tout ce qui est relatif au design 3D. Là, parce que, comme je vous ai dit, c'est le monde du métavers qui s'ouvre maintenant, surtout dans le domaine du commerce électronique. Alors là, je trouve que la cybersécurité aussi, tout ce qui est relatif aux données, au big data, data engineering, tout ça, l'ingénierie des informations, tout ceci, ce sont les métiers du futur avec le traitement automatique des langues, parce que de plus en plus, on tend à donner
des services numériques, comme vous avez dit, dédiés à tout le monde. Alors là, si un service existe dans un pays en français ou en anglais, une application, il faut la mettre à disposition du public égyptien en arabe et parfois même en arabe égyptien. Alors là, c'est aussi le rôle des linguistes et des traducteurs qui interviennent là. Alors il y a plusieurs spécialités qui seraient requises ces jours-ci pour les compétences du marché du travail. Et est-ce que nos enseignants aujourd'hui, ils ont été formés et préparés à délivrer ces contenus pour préparer nos étudiants justement à les acquérir? Au niveau des écoles, moi j'étais impliquée avec l'Agence universitaire de la francophonie pour donner des formations en nouvelles technologies pour les enseignants des universités, les enseignants du français. Et j'ai trouvé qu'ils ont très branchés maintenant et le ministère leur organise beaucoup de formations dans ce domaine-là. Ils ont une solide formation dans l'usage des nouvelles technologies, les nouvelles plateformes qu'ils utilisent pour faire soit des quiz en ligne, soit pour déposer du contenu interactif aussi pour les étudiants. Ça, c'est au niveau des écoles. Au niveau des universités aussi, je vois de plus en plus dans les universités le développement des centres d'innovation technopédagogique qui mettent en lieu ce qu'on appelle des learning labs où ils testent les nouvelles approches pédagogiques impliquant les technologies dans l'enseignement. Et là, ça se développe, ça existe dans plusieurs universités égyptiennes. On doit admettre quand même que le Covid a beaucoup aidé au développement de l'informatique en Égypte et surtout de l'enseignement à distance, n'est-ce pas? Oui, il a accéléré vraiment cette transition vers le numérique et ça a constitué un choc pour certains, mais je crois que la plupart sont adaptés rapidement et plusieurs ont opté maintenant pour les réunions en ligne, les cours en ligne. C'est plus facile pour gagner du temps, pour ne pas se déplacer, perdre du temps dans les transports. Ça devient un mode de vie plus pratique pour plusieurs personnes. C'est vrai. Et ça diminue les dépenses, ça diminue la pollution, ça diminue les efforts physiques, ça diminue beaucoup de choses. Bon, docteur Maali Tawfiq, maître de conférence à l'université japonaise d'Égypte, c'était un plaisir de vous avoir avec nous. On va terminer par un reportage qui concerne le ministre des Affaires étrangères Sameh Shoukry qui est arrivé aujourd'hui à Singapour. Deuxième étape de sa tournée asiatique, le chef de la diplomatie s'est entretenu avec Teo Chi Ein, chef des ministres singapouriens pour la coordination des politiques sécuritaires et président du comité ministériel pour le changement climatique. Hier, à la capitale malaisienne, Kuala Lumpur, M. Shoukry s'est entretenu avec le ministre de la Défense malaisien, Hisham Eldin Hussein. Ils ont examiné la coopération bilatérale entre les deux pays et les moyens de renforcer leur travail conjoint dans les différents volets. Le chef de la diplomatie égyptienne effectue actuellement une tournée asiatique en Malaisie, à Singapour, en Indonésie et au Pakistan. Voyons ensemble et à demain avec une nouvelle édition de Direct et un nouveau club. Au Singapour, deuxième étape de sa tournée asiatique, le chef de la diplomatie s'est entretenu avec le chef des ministres singapouriens pour la coordination des politiques sécuritaires et président du comité ministériel pour le changement climatique. L'entretien a porté sur les moyens de renforcer la coopération et la coordination entre les deux pays dans le domaine du climat dans la prochaine période à la lumière de la présidence de l'Égypte à la COP27. Ils ont également examiné nombre de dossiers d'intérêt commun. Les deux côtés ont échangé les points de vue sur les importants dossiers régionaux et internationaux, ainsi que les moyens de la coopération dans la lutte contre le terrorisme. Hier, à la capitale malaisienne, Kuala Lumpur, M. Shoukry s'est entretenu avec le ministre de la Défense malaisien,
Lors de la rencontre, les deux responsables ont examiné la coopération bilatérale entre les deux pays et les moyens de renforcer le travail conjoint sur les différents volets. M. Chokri, nommé président de la 27e session de la Conférence internationale des Nations Unies sur les changements climatiques, a également rencontré le ministre de l'Environnement et de l'eau malaisien. Cette rencontre a porté sur les moyens de booster la coordination entre les deux pays, notamment en ce qui concerne le changement climatique et ses impacts négatifs, surtout sur les pays en voie de développement. Le chef de la diplomatie effectue actuellement une tournée asiatique en Malaisie, au Singapour, en Indonésie et au Pakistan. Il avait remis un message du président Abdel Fattah el-Sisi au Premier ministre malaisien au cours de sa visite en Malaisie, première étape de sa tournée asiatique. Selon le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, M. Chokri aspire à ce que cette visite soit une occasion pour consolider les relations entre l'Égypte et la Malaisie.